Binge Audio, fabricant de podcasts depuis 2015. Salut, c'est Thomas Rozek. J'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans ce podcast, l'histoire tient une place particulière et très importante dans ma vie. Elle a toujours été une passion, une obsession même à certains égards, et ce goût pour cette matière a déterminé bien des choses, à commencer par le métier que je fais, parce que si je n'étais pas allé traîner mes guêtres à la fac d'histoire de Brest, je n'aurais peut-être pas commencé à écrire comme correspondant à l'université pour la presse locale, et je ne serais possiblement pas ici en train de vous causer. Bref, au-delà de ma petite personne, cette passion pour l'histoire, elle est assez communément partagée dans notre pays, où on la célèbre, on la met en scène, on la documente, on l'explore à coups de cérémonies ou d'émissions télé. Alors, outre cette activité médiatique intense et pas forcément d'une rigueur scientifique incroyable, il y a surtout chez nous une activité de production historique très forte, fabriquée au quotidien par des chercheurs et des chercheuses qui, malgré leur tropisme évident pour le passé, pensent pour beaucoup à l'avenir de leur métier et de leur matière. C'est en partie le sujet d'un livre passionnant signé par une des voix essentielles de l'histoire en France, Christian Ingrao, qui va, le temps d'un épisode en 2 parties, décortiquer pour nous la posture de l'historien. Bienvenue dans Programme B. Christian Ingrao, il vient donc de signer un livre étonnant. Il s'appelle Le Soleil noir du paroxysme. Il est paru tout récemment chez Odile Jacob. Et c'est tout à la fois un essai sur la fabrique de l'histoire, une réflexion sur ses limites, une ouverture sur des parallèles osés et déconcertants même avec la physique quantique et l'exploration de nouveaux champs dans l'histoire globale de la violence qui est au cœur du travail de Christian Ingrao, lui qui a beaucoup écrit et continue d'écrire sur la période nazie. Et on va très rapidement en reparler. Mais d'abord, pour mettre la conversation sur de bons rails, j'ai posé à notre invité une question aussi vaste qu'elle paraît simple. C'est quoi un historien ? Alors, c'est quoi un historien ? Je sais pas bien répondre à cette question-là, mais la plupart du temps, je m'en tire par une pirouette en racontant une vieille soirée étudiante qui nous est arrivée à Clermont-Ferrand quand je devais avoir 20 ou 21 ans et j'étais en fac d'histoire et on était dans un de ces endroits où il y a vous savez, ces énormes soirées étudiantes qui existaient en ces temps-là et je suis avec 2 de mes amis et on se fait accoster par un groupe d'ingénieurs avinés. L'ingénieur est souvent aviné dans ce genre de soirée et au bout de quelques minutes, il y en a un de sa voix avinée qui nous dit « Mais vous servez à quoi ?» Et moi, je ne sais pas tellement répondre à ça. On lui a dit qu'on était historien et une de mes amies, avec un ton très doux, lui dit « Tu sais, toi, tu es ingénieur et tu existes depuis le XVIIIe siècle à peu près. Moi, je suis historienne et j'existe depuis que l'homme a inventé la tombe intentionnelle. » Et cette histoire, elle me permet de dire que être historien, c'est peut-être pas, comme le pense Gérard Noiriel, une profession. C'est peut-être pas un ensemble de savoir et de savoir-faire qui se développe et qui, au fur et à mesure du temps entre Thucydide et maintenant et l'ordinateur se sont développés. C'est peut-être cette place précisément qui, au début, était une place très indéterminée, qui était celle à la fois du prêtre, du philosophe, etc., etc. L'historien, c'est peut-être la place que les sociétés occidentales assignent à ceux qui veulent continuer à avoir une approche scientifique qui permet de parler des morts. Et je pense que c'est ça, c'est ce qui compte. C'est les historiens mettent en place quelque chose qui est de l'ordre d'un discours religieux au sens anthropologique du terme, au sens où il relie le monde des vivants et ceux qui ne sont plus, mais c'est une approche qui est non confessionnelle au sens où on peut être historien en étant catholique, protestant, païen ou agnostique, voire athée, etc., etc. Et je pense que c'est ça, être historien. On est un pays d'histoire, c'est quelque chose qui est une expression un peu toute faite qui revient assez facilement quand on parle de la France. On est un pays où les historiens ont une existence médiatique, ou en tout cas une place médiatique. On en croise souvent en allumant sa télévision, en allumant son poste de radio. C'est quoi la place, la posture de l'historien dans ce champ médiatique, dans ce pays d'histoire ? Est-ce qu'elle est dure à trouver ? Est-ce qu'elle est facile à trouver ? Alors, c'est une question qui pose un défi parce qu'il y a une extrême diversité de places. Hein. On va, si vous voulez, du plus récent avec des gens comme Nota Bene et Rivenzi qui sont sur Twitch et sur YouTube et qui font eux aussi de l'histoire, qui sont médiateurs d'histoire, qui pratiquent peut-être pas l'histoire scientifique, mais qui sont médiateurs d'histoire, jusqu'à Patrick Boucheron au Collège de France, qui est titulaire d'une chaire d'histoire de l'Occident moderne. Hein. Et donc, et tous ces gens
ont pour point commun de médiatiser l'histoire et donc de la rendre présente à la conscience des Français. Ça peut être de façon très regrettable. On peut regretter notamment l'usage de l'histoire que font un certain nombre de personnes selon son positionnement politique. Il n'en reste pas moins que, au fond, tout le monde fait usage de l'histoire, et ça, c'est peut-être quelque chose qui est relativement central en France, et je dirais plus largement en Occident, parce que on observe quand même malgré tout une présence assez importante aussi des historiens dans d'autres pays. Je pense ici un peu à l'Angleterre, un peu à l'Allemagne, etc., etc. C'est sûr qu'en France, c'est plus central encore qu'ailleurs, mais c'est quand même quelque chose qui est, je dirais, quasiment caractéristique des sociétés occidentales. Il y a un élément qui, moi, m'intrigue beaucoup, c'est la manière dont la pratique de l'histoire s'est profondément transformée depuis la fin des années 80. Il y a eu ce moment en 89, qui était la chute du mur, que c'est Francis Fukuyama, je crois, qui avait parlé de fin de l'histoire à ce moment-là, ou juste un petit peu avant. Paradoxalement, c'était pas du tout, au contraire, la fin de l'histoire. C'était le début d'une nouvelle histoire, et le début d'une nouvelle histoire à plusieurs titres, c'est-à-dire aussi d'une nouvelle façon de faire de l'histoire. Vous, c'est le moment à peu près où la carrière d'historien a commencé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quels étaient ces bouleversements à ce moment-là? Qu'est-ce qui était en train de se jouer à ce moment-là? Alors, je ne sais pas à qui vous posez la question, en fait. Est-ce que vous la posez au témoin ou est-ce que vous la posez à l'historien? Les deux. Si vous la posez, si vous la posez à l'historien, d'abord, il va vous parler du témoin à l'historien. Et donc, vous dire que en 1989, moi, j'ai 19 ans, donc je sors du bac et je suis dans une période, nous, comme beaucoup d'adolescents, je suis dans une période où je commence mes études, et je pense que on est dans ce type de période-là, on a du mal à être à la fois concentré sur des objets, sur les constructions scientifiques et sur des objets qui nous entourent. Bien sûr, les jeunes s'intéressent énormément, je ne dis pas le contraire, au monde qui les entoure, à la politique, etc., etc. Il n'en reste pas moins que les transformations que connaissaient les sociétés occidentales, et notamment celles dans lesquelles moi j'étais socialisé, étaient tellement profondes et inédites que je pense les avoir toutes interprétées. C'est-à-dire que j'ai bien vu la crise économique dans laquelle Clermont-Ferrand et les vieilles industries de seconde révolution industrielle étaient en train de tomber, mais je n'ai pas compris la concaténation socio-économique qui était en train de se mettre en place et qui expliquait que il y avait des régions désormais, pas seulement en France, en Allemagne, aux États-Unis, etc., etc., dans lesquelles s'installaient des formes de chômage qui étaient totalement inédites. J'ai pas pu le voir et il m'a fallu 40 ans pour le comprendre. Je n'ai pas compris que la fin de l'Union soviétique n'était pas la fin de l'histoire ni le triomphe total et absolu du camp démocratique, mais bien le renouveau d'un certain nombre de dynamiques qui dataient du 19e, voire du tout début du 20e siècle. Je n'ai pas compris enfin que ce qui se mettait en place à ce moment-là était aussi un retour d'un certain nombre de dynamiques extra-européennes qui allaient marquer l'ensemble de la période. Et vous voyez, c'est bien pour ça que je dis que c'est très difficile de savoir à qui on s'adresse quand on pose cette question-là, parce que tout ça dépassait évidemment l'adolescent mal dégrossi auvergnat que j'étais à ce moment-là, mais c'était quelque chose aussi que je pense les historiens avaient besoin de temps pour comprendre. Et donc, pour paraphraser Claude Lévi-Strauss, je vous dirais bien, j'ai traversé tout ça comme un aveugle. Et c'est aussi, je pense, la conscience de cet aveuglement qui a marqué aussi les principes de mon positionnement social et politique en tant qu'historien. On ne peut pas s'être autant trompé que je me suis trompé et avoir la prétention de pouvoir avoir un discours public et médiatique du haut de son savoir. Il y a des vraies révolutions dans cette période-là, notamment dans les années 90, au cours des années 90, dans le domaine de la fabrique de l'histoire, de la pratique historienne. C'est quoi ces ponts, ces dialogues qui se mettent à exister, notamment entre différents types de pratiques historiennes dans plusieurs pays d'Europe et plusieurs pays occidentaux? Il y a toute une génération qui apparaît et qui change profondément aussi les choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut relier ça avec la guerre froide, justement. Au moment où les systèmes communistes et socialistes entrent en crise terminale, c'est-à-dire dans les années 70, et au moment où s'éteint le grand espoir de 1968, donc au moment où le marxisme et le communisme sont censés entrer en crise, eh bien,
chez les intellectuels, c'est le moment de la naissance de courants de pensée post-marxistes qui sont d'une très grande délicatesse et extrêmement innovants. En Allemagne, ce sera ce que l'on appelle l'Alltagsgeschichte, l'histoire du quotidien. En Angleterre, c'est le History Workshop avec des intellectuels extraordinaires comme Edward Thompson et Eric Hobsbawm. Et puis en Italie, ce sont les historiens de la microhistoire. Tous ces gens, au fond, nous disent, partant de l'héritage marxiste, nous disent, mais alors, si les hommes font l'histoire mais ils ne savent pas qu'ils la font, de quoi ont-ils conscience? Et c'est de cette question de la conscience des acteurs que va naître ce que nous appelons désormais une histoire sociale et culturelle, et qui fait que on s'intéresse aux représentations, aux mentalités, aux émotions, aux affects, etc., etc. Tout ça a pris énormément de temps à naître, mais c'est au fond cette révolution-là qui se met en place avec, j'aimerais bien le rappeler aussi, si vous voulez, de l'autre côté du mur, des gens qui ont été marxistes dans les années 60 et 70, qui sont des historiens merveilleux, délicats, etc., etc., et qui, comme les communications sont coupées, sont difficiles pour eux de participer à tout ça, mais ils le font. Je pense ici à Bronisław Geremek et à Karol Modzelewski, qui sont deux historiens polonais absolument merveilleux et qui ont participé à tout ça, et avec une très grande élégance du côté de l'histoire médiévale. Il y a un courant, une école, un institut même, qui se développe dans ces années-là, que vous connaissez bien, pour l'avoir dirigé notamment, qui est l'Institut de l'histoire du temps présent. J'adore cette expression, et notamment par son côté paradoxal. Est-ce qu'on peut faire l'histoire du temps présent ? Eh bien, écoutez, là, vous posez la question à quelqu'un qui est tellement partie prenante de la chose que vous connaissez ma réponse. Bien sûr qu'on peut faire l'histoire du temps présent. L'Institut d'histoire du temps présent et l'Institut d'histoire du temps présent sont nés de l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. Les deux ancêtres de ce qui deviendra l'IHTP en 1978 sont des comités d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation. Et ils sont nés de la volonté des pouvoirs publics de pouvoir avoir une approche comptable et factuelle pour ensuite, plus tard, pouvoir demander des comptes à un gouvernement allemand de ce qui s'était passé pendant la révolution, bravo, pendant l'occupation, il ne faut pas confondre les deux. Et donc, dès 1944, dès l'été 1944, en fait, se mettent en place des réseaux de correspondants locaux qui sont chargés de faire une espèce d'inventaire, à la fois des destructions, des violences commises, des assassinats, etc., etc. Et c'est dans cette dynamique de l'histoire en train de se faire au fur et à mesure de l'événement, de l'agencement de l'événement, que naît l'histoire du temps présent. L'histoire du temps présent, c'est la coprésence entre l'historien et les protagonistes. Quand un historien des croisades fait un exposé, il n'y a pas Godefroy de Bouillon à la fin, au fond de la salle, qui va lui dire « Excusez-moi monsieur, j'étais présent, ça ne s'est pas passé comme ça ». Nous, on a toujours cette éventualité-là sur notre dos, de même qu'on a pratiquement toujours, vous l'aurez compris avec ce que je viens de vous dire, un juge, un historien, très souvent un espion ou un policier, et bien sûr un journaliste et un témoin qui sont en train d'élaborer le discours historique avec l'historien. Et donc, les comités d'histoire de la Seconde Guerre mondiale ont existé comme ça de 1944 jusqu'à 1978. En 78, ils ont quitté le bercail de la puissance publique. C'était des organismes qui étaient rattachés directement soit au président de la République, soit au Premier ministre. Et à ce moment-là, ils entrent au CNRS et ils deviennent des unités de recherche, une unité propre de recherche qui s'appelle l'IHTP. Et l'IHTP a été ainsi, si vous voulez, une espèce de creuset dans lequel à la fois s'est mis en place toute cette réflexion sur l'histoire, l'événement, la demande sociale, l'impact du politique et du public, etc., etc. Et dans le même temps, un vrai creuset d'innovation intellectuelle et sociale avec la présence d'historiens du politique qui étaient en train de renouveler cette vieille histoire du politique par les liens avec Sciences Po, mais aussi une histoire sociale, cette histoire sociale post-marxiste dont j'étais en train de vous parler, et qui met en place en même temps un dialogue avec la sociologie post-bourdieusienne, avec des gens autour de Luc Boltanski, de Michael Pollack, etc., avec aussi des historiens du social qui, d'habitude, sont plutôt dans les universités, qui là viennent travailler un petit peu. Donc, vous voyez, c'est un de ces endroits dans lequel il y a une espèce de concentration de pratiquement toutes les innovations historiographiques ont pu avoir lieu dans les années 80 et 90. On les retrouve ici. Il y en a partout ailleurs, mais ici, elles sont toutes là. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, je crois. C'est une question qu'on vous a posée déjà de nombreuses fois, mais tant pis, je vous la repose quand même. Comment est-ce que
vous, cette histoire-là, sur laquelle vous avez travaillé si longtemps, je pense précisément à l'histoire du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale, croise votre route? Comment est-ce qu'elle entre dans votre histoire à vous? Oui, c'est une question qu'on m'a posée longtemps, et puis j'ai mis longtemps aussi à avoir ma réponse, parce que, vous savez, tout ça se met en place dans des récits de vie où on oublie des choses. Et moi, c'est assez simple, en fait. Je suis né dans une famille de fonctionnaires, de professeurs de mathématiques. Mon père est un merveilleux mathématicien universitaire, mais il est par amour retourné à Clermont-Ferrand, et donc j'habite Clermont. Je décide de faire des études d'histoire parce que c'est quelque chose que je sais bien faire, et on le sait, ça se sait depuis longtemps. Moi, je le sais aussi depuis longtemps. Avant, j'ai essayé de faire un peu de droit, mais voilà, je me dirige vers des études d'histoire. Et puis, en première année d'histoire, je rencontre une jeune femme, et puis je tombe amoureux d'elle. Et au bout de 3 ans, elle me dit qu'il m'aime me suivre. Elle veut pas rester à Clermont-Ferrand, qu'elle veut partir à Paris. Et à ce moment-là, j'essaie de trouver quelque chose pour justifier aux yeux de mon professorat et de mes parents le fait de devoir partir à Paris. Je me rappelle, à ce moment-là, je dévore de l'histoire à cette époque. Enfin, pendant toute mon enfance et mon adolescence, je lis un livre par jour. Je peux pas faire autrement, je sais pas faire. Et parmi ces livres, il y a 80% de livres qui sont des livres d'histoire. Et dans un livre, il était mentionné qu'il y avait des intellectuels dans la SS et dans ces services de renseignement de la SS qui étaient le cœur, du plus noir du truc. Et donc, un soir, je décide que je vais proposer ce sujet-là à mes professeurs qui seront évidemment incapables de me le faire, on peut pas, et qui me diront que je dois partir à Paris. Et c'est exactement ce que j'ai fait, et puis il s'est avéré que c'était effectivement ce qui allait devenir mon sujet de maîtrise, puis mon sujet de thèse, et le sujet de ce livre qui s'appelle Croire et détruire, qui a été mon premier vrai livre. Et justement, le sujet de ce livre, moi, il m'a toujours intrigué par son côté peut-être un peu miroir, le fait pour un intellectuel en construction, un futur intellectuel, un universitaire en construction, de s'interroger sur ce qu'avait été le parcours de ses lointains cousins, même si je m'en voudrais de vous apparenter à des criminels de guerre nazis, mais de ce qu'avait été le parcours de vie de ces jeunes hommes qu'a priori rien de destiné à pratiquer la violence la plus barbare qu'ils ont pourtant pratiquée. Ouais. Mais vous avez raison, il y a sans doute quelque chose de ça qui s'est joué. C'est pour moi, adolescent, quand je découvre l'existence de ces gens, je dois avoir, je vous dis, 13-14 ans, et pour moi, il est impossible d'être un intellectuel et nazi, de pouvoir à la fois faire du latin et du savoir humaniste, et en même temps de lever le bras comme un automate. C'est cette interrogation-là qui reprend quand j'ai 20 ans. J'ai pas beaucoup progressé entre les deux, mais j'ai quand même compris à ce moment-là que les choses étaient sans doute plus compliquées, et que s'il y avait tant de gens qui avaient été nazis, c'était peut-être qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'attractivité qui se mettait en place. Et donc, quand je formule le sujet pour la première fois, j'essaye de comprendre ce qui a pu permettre tout ça, et les outils que j'ai à ce moment-là, les tout premiers que j'essaye de mobiliser sont des outils d'histoire sociale. Je me dis, il doit s'être passé quelque chose dans leur vie, et ce quelque chose dans leur vie, ça doit être matériel. C'est la crise, c'est peut-être la guerre, c'est sans doute la crise, et c'est sans doute comme ça que ces gens sont devenus nazis. Et j'essaye de comprendre d'où ils viennent. Donc je fais ce qu'on appelle une biographie collective, une prosopographie, et j'essaie de comprendre d'où ils viennent, qui ils sont, et ce qui a bien pu les amener dans tout ça. Et puis les outils d'histoire sociale que j'essaie d'utiliser sont tels que je les avais formulés. Cette histoire sociale-là ne fonctionne pas, et donc à partir de ce moment-là, je reprends des outils de ce à quoi j'avais été formé dans mes études universitaires. Or, dans mes études universitaires, j'avais fait beaucoup d'histoire moderne, et une des choses qui m'avait le plus frappé et le plus intéressé, c'était vraiment la question de la conflagration religieuse entre protestants et catholiques au XVIe siècle. Toute la question, mais je dirais plus largement, toute la question de la dissidence religieuse entre le XIe et entre le XIe et le XVIIe siècle. En gros, si vous voulez, des cathares jusqu'aux calvinistes. Et je m'étais aperçu que en travaillant sur cette question de la dissidence religieuse, les historiens avaient à la fois travaillé sur les appareils répressifs, sur les modes d'appropriation du croire, et sur la question des violences. Et je me suis aperçu que, au fond, je disposais là d'outils qui, je voyais pas ce qui pouvait m'empêcher d'essayer de voir comment ça pouvait fonctionner sur du nazisme et sur des gens qui avaient cru à un autre type de système de croyance sans transcendance. Et c'est ce que j'ai au fond essayé de faire en travaillant sur les intellectuels nazis, et ce d'autant, si vous voulez, que à ce moment-là, j'ai eu cette espèce de coup de foudre pour un très très grand historien de l'époque moderne, qui s'appelle Denis Crouzet. Et Denis
introduisez, relisez complètement toute la confrontation entre protestants et catholiques en mettant en place, 1, une histoire des émotions, 2, une grille de lecture de la violence qui passait par la description des gestuels et donc par la pratique la plus matérielle qui soit. Et en combinant donc ces outils d'histoire religieuse, cette nouvelle approche de Denis Crouzet et bien entendu l'histoire culturelle de la guerre qui était en train de se renouveler très profondément là, et ben j'ai commencé à construire mes objets. À suivre.